Donc, il vous suffit simplement de pouvoir accepter pour pouvoir continuer. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être en attendant sur cette première présentation, sur les membres qui ont témoigné, sur l'accompagnement des collectifs. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de partager. Donc, ça va demander quelques secondes, le temps de. Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui des salariés d'Air Austral et plus particulièrement des membres du comité de pilotage de la démarche accompagnement des collectifs en contexte de changement. Merci beaucoup de participer à cet éclairage sur cette démarche qui vise donc encore une fois à soutenir les collectifs qui ont pu être impactés pendant la crise. Mais avant peut-être de nous présenter tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même? Alors, Magali Maillard, je suis responsable santé, sécurité au travail et développement durable. Françoise Cadet, je suis responsable du pôle de la cohésion sociale au sein de la DRH. Corinne Robert, je suis assistante RH au pôle de la cohésion sociale. Éric Moutama, je suis agent comptable et membre du CSSCP d'Austral. Donc on voit bien là ici tous les salariés représentés, y compris les représentants du personnel. Et puis une dernière petite chose peut-être pour vraiment poser les choses, même si tout le monde connaît Air Austral, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la structure? Alors, nous sommes une compagnie aérienne qui est basée à La Réunion depuis 30 ans maintenant. On exploite 8 avions sur le moyen et court courrier sur l'océan Indien et du long courrier sur la France, l'Asie, quand c'est ouvert. Actuellement, voilà, oui. Et donc, on a à peu près 850 salariés actuellement qui se composent en 3 grandes catégories de personnel. Le personnel navigant, donc qui n'est pas sur site, bien entendu, qui est sur les avions, donc qui est une population assez particulière. Plusieurs groupes d'équipes en horaire décalé, les mécaniciens, les agents d'escale, etc. Et une troisième population qui est des administratifs, des personnes en horaire administratif tout à fait normaux. Donc ça nous fait, disons, 3 grandes catégories de personnel. Avec leurs particularités chacun les uns les autres en termes de conditions de travail. Vous avez parlé d'horaire décalé. C'est pour ça que je les mets dans ces 3 grandes catégories. Et l'impact du Covid a été assez énorme et a rebattu énormément les cartes de l'organisation du travail, mais aussi du ressenti par rapport au travail, et c'est l'objectif de ce que l'on a mis en place actuellement. Donc effectivement, vous parlez de ce qui a été mis en place, donc pour éclairer un petit peu, une démarche qui est réalisée, qui est en cours d'abord, qui n'est pas encore terminée, qui est réalisée par Juliette Brice, consultante IPRP-RPS de la société, de la structure SJA Conseil. Comment vous en êtes arrivé sur cette démarche à passer par un prestataire tiers, j'allais dire un intervenant extérieur? Alors déjà, passer par un intervenant extérieur, c'était indispensable pour nous parce qu'il y a, avec tous ces changements, des risques psychosociaux liés à la distanciation sociale, au télétravail, enfin, tout ce genre de choses. Et puis aussi parce qu'on avait besoin de soutenir les managers qui allaient reprendre le travail et redynamiser les équipes. Donc, c'était vraiment prendre quelqu'un à l'extérieur, c'était indispensable pour nous. Maintenant, pourquoi Juliette? En fait, on est passé par le SJA parce qu'en fait, en septembre 2020, on a travaillé avec Juliette pour un groupe de travail sur le télétravail, justement. D'accord. Donc, il y a toute une démarche. On pratiquait déjà légèrement le télétravail à Air Austral, mais donc, comme toutes les entreprises, on a été impacté par le Covid, et donc il a fallu mettre en place de manière assez générale le télétravail, pour les opérationnels qui étaient toujours sur place. Et donc, on a souhaité faire un bilan
de ce qui s'était passé, de manière à pouvoir capitaliser sur ce qui avait fonctionné, revoir ce qui n'avait pas fonctionné. Donc, Juliette nous a permis de mettre ces groupes de travail en place. C'est passé par un questionnaire à tous les salariés en situation de télétravail, puis après des groupes de travail, des espaces de discussion avec les managers, avec les directeurs et avec les salariés ayant télétravaillé. Et de cela est sorti un plan d'action sur ce que l'on pouvait mettre en place. Et derrière, une concertation avec nos représentants du personnel pour un accord qui a été signé tout dernièrement. D'accord, sur le télétravail. Et qui est issu de ce groupe de travail. Et, donc, une démarche participative qui a fonctionné pour le télétravail. Voilà. Et qu'on a voulu reproduire avec Juliette, puisque l'accompagnement nous avait beaucoup plu, sur ce nouveau sujet. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est ce que j'allais vous demander finalement, quels ont été les gros changements, qu'est-ce qui a impacté les collectifs de travail. J'ai un petit début de réponse. J'ai entendu qu'il y a du travail sur site, il y a du télétravail, probablement peut-être un peu de chômage partiel. Alors justement, il y a d'abord eu la signature d'un accord d'activité partielle, un accord de performance collective signé en juin 2020, qui nous a permis de réorganiser certains services, de mutualiser des tâches. On a signé un accord de rupture conventionnelle collective et on a vu des collaborateurs partir qui ne sont pas obligatoirement remplacés. On a été positionné en activité partielle dès le premier confinement. Et puis le télétravail imposé. Donc, tout ça, ça faisait beaucoup de changements. Je suis en vidéo, mais... Des structurations qui ont impacté lourdement et l'individu, le salarié et le collectif de l'entreprise. Effectivement, l'activité a d'abord fluctué, et puis ensuite avec des discours de mutualisation éventuellement de postes en moins. De regroupement. Il faut revoir aussi les activités. Donc, toujours sur cette démarche participative, c'est ce que vous a apporté Juliette à travers l'accompagnement. Oui, en fait, c'est une réflexion sur la mutualisation, sur la réorganisation. Donc, faire un accompagnement sur comment on reconstruit les collectifs, comment on les recrée, comment on refait de la cohésion là-dedans. C'est ça. C'est en fait l'objectif, oui, c'est de retrouver une cohésion d'équipe si elle est perdue. C'est de reprendre l'activité dans de bonnes conditions. Donc, il faut aussi voir l'avenir, c'est savoir apporter des réponses pour qu'on ait confiance dans l'avenir, pour que les équipes soient à nouveau motivées. Voilà. Alors là, on a bon espoir d'une reprise d'activité, c'est aussi pour ça, c'est pour reprendre une activité sur un rythme qui le permet, c'est-à-dire Progressivement, oui. Progressivement. On a un bon espoir, oui, que les passagers reprennent l'avion, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors tout à l'heure, on a parlé représentants du personnel. J'allais vous demander quels sont les acteurs qui ont été mis autour de la table pour construire cette démarche. Est-ce que ça a été imposé par votre consultante ou c'est encore une fois la manière dont vous fonctionnez? Peut-être que Votre représentant du personnel peut nous dire de vous. Enfin, nous, dans le cadre de nos réunions CSE, CCCT et CSE, on a émis le souhait d'être accompagné au niveau des salariés. Suite à ça, la direction et les services RH ont mis en place ce COPIL pour pouvoir justement accompagner les encadrants et les employés dans cette, cette restructuration des services. Parce que malgré tout, le fait que les gens partent et le fait qu'on soit aussi en chômage partiel, ça a engendré du travail, des efforts à faire, des efforts plus importants pour les une charge de travail qui va être répartie sur d'autres personnes. Ouais. Et grâce à cela, on espère pouvoir trouver des solutions et des adaptations, on va dire, pour chaque service. Donc, suite à cela, les RH nous ont proposé, moi et ma collègue chérie, qui est absente, d'être dans ce COPIL et de pouvoir déjà assister aux réunions, ensuite pouvoir comprendre déjà ce que c'est, quels sont les buts et les actions à mener, et aussi pouvoir accompagner aussi
des encadrants qui pourront mettre en place justement les actions, enfin plutôt les rencontres avec les employés. D'accord. Donc on comprend bien là, que finalement, malgré vos différentes fonctions et vos différentes missions au sein de l'entreprise, ce copine permet un consensus sur la façon de faire et les objectifs attendus par l'ensemble. En fait, le copine est constitué du secrétaire général, du DRH, de la cohésion sociale, de notre responsable santé et sécurité au travail, de 2 personnes de la CNSST, et on a invité le service de prévention de la sécurité sociale. Et la consultante. Et la consultante Juliette. D'accord. Donc là, on voit bien. Vraiment, oui, c'est participatif, c'est vraiment. Et encore une fois, avec un engagement de la direction, et puis on porte tous vers le même but et on travaille pour ça. Tout à fait. Très bien. Donc, la première étape a été, avec ce copil, de déterminer le cadre et le périmètre de l'action, de manière à pouvoir après déployer le reste de la démarche, mais il fallait quand même commencer par un cadre, et c'était notre première. Ça a été fait de manière paritaire et ça a été la première brique pour aller vers la suite. Et alors la suite, c'est quoi? Moi, je sais, je crois comprendre ce que ça peut être. On a parlé des managers. Alors la suite, c'est effectivement les managers, parce que c'est le premier volet. Oui. Donc c'est une sensibilisation des managers, au dispositif qu'on souhaite mettre en place. Oui. Ça s'est fait sur 3 demi-journées. On a rencontré l'encadrement. Pas obligatoirement les managers, mais vraiment l'encadrement. Puis on a entendu les risques, les opportunités d'une telle démarche. Et puis ensuite, il va y avoir une formation de cet encadrement, des managers de proximité notamment, puisque ce sont eux qui vont co-animer avec Juliette Brice ces ateliers participatifs, ces espaces de discussion. Et ça va être la 3e étape, donc la mise en place de ces alors, pas limité dans le temps. D'accord. Donc, une fois que les managers seront formés, ces ateliers vont se mettre en place à la demande soit du copil, soit à la demande des managers qui estiment que notre service en a besoin. Et puis, ça va se faire dans le temps. Ça devrait commencer, on l'espère, au mois de juillet. Maintenant, tout dépendra de la reprise d'activité aussi. On l'espère au mois de juillet, et puis ça se fera progressivement. Au fur et à mesure de la reprise. Tout à fait. D'accord. On n'est pas vraiment limité dans le temps. C'est quelque chose, c'est un dispositif qu'on souhaite pouvoir se pérenniser, même si c'est possible. Hein. Oui, l'idéal, ce serait qu'après, les équipes s'emparent de la démarche et soient capables, presque seules, de remettre sur la table les problématiques du service, de l'organisation du travail, et reproduisent à leur échelle ce que l'on a mis en place en disant, voilà, on est confronté à ce problème-là, est-ce que nous, ensemble, le collectif, on peut, par l'intelligence collective, arriver à résoudre ce qui nous embête au quotidien sur l'organisation du travail. Bien entendu, sur le périmètre sur lequel ils peuvent agir. Voilà. Très bien. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, on a 850 personnes chez Aerostral. Je suppose que ça ne touche pas tout le monde. Moi, j'étais dans un autre service technique, et là, j'étais dans ma branche. Dans le bâtiment, dans ma branche et tout. Mais après, j'en avais marre de faire la route. J'ai dit, je vais changer de branche. Du coup, je suis venu au secteur locataire. C'était ça ou continuer à faire la route, c'est Saint-Denis. Les managers, si dans un service estime qu'il a besoin d'aide ou besoin de regrouper ses équipes, pourquoi pas. Donc, tout le monde est formé comme ça. Tout le monde est formé comme ça, derrière, comme tout le monde peut s'en servir. C'est un outil, en fait, que les managers de proximité pourront utiliser tout au long de leur vie. Après, c'est sur du volontariat. La formation, c'est sur du volontariat. Les ateliers participatifs, c'est sur du volontariat également. D'accord. Et est-ce que justement vous avez pu rencontrer des freins et est-ce qu'ils ont pu être levés ou est-ce que vous connaissez ces freins ou finalement, vu le contexte, tout le monde était plutôt partant? Alors, tout le monde est plus ou moins partant. Quelques freins quand même. On a peur, l'encadrement a peur que pour ces ateliers, ça devienne un espace de revendication. Donc, on a essayé de les rassurer. Et puis mettre un cadre en place de ce que c'est, ce que ce n'est pas. Donc, ce sera affiché dès le départ. Qu'est-ce que cet espace, donc ce n'est pas
espace de revendication, ce n'est pas un espace de règlement de compte entre personnes. Donc, c'est vraiment, il faut que cet exercice-là soit fait dès le départ. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Et soit c'est eux-mêmes qui disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, et finalisé par Juliette Brice et le manager qui aura été formé, soit l'afficher dès le départ. Donc, ce sera à voir comment on le fait. Nous, on l'a déjà déterminé à notre niveau, qu'est-ce que ça devait être et ne pas être. Et voilà, donc pour éviter ce problème-là, un des risques qui a été mis en place, c'est que ça prenne du temps. Oui. Voilà. Et le temps, c'est compliqué, surtout qu'on est encore en chômage partiel, fortement. Le temps de travail aujourd'hui est de 40% actuellement. Donc, 40%, c'est 2 jours par semaine. Si en plus, on met d'autres choses dessus, c'est 40%, c'est des ateliers qui sont mis en plus sur ce petit laps de temps. Voilà, donc ça, c'est une grosse crainte des managers. Oui, on a dit également qu'il faut absolument qu'on agisse rapidement, que le plan d'action soit qu'il y ait des dates précises, qu'on les respecte, que ça ne s'étende pas sur le temps, parce que sinon c'est démotivant aussi pour les salariés, pour les collaborateurs. Voilà, dans le désordre, il y a également la bienveillance quand on est dans ce genre d'atelier participatif, une écoute positive. Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait besoin d'un intervenant extérieur qui est un peu plus garant de cette bienveillance. Qui sera là, effectivement. Parce que quand c'est entendu par quelqu'un d'extérieur, on a tendance à adhérer un peu plus facilement. Oui, c'est plus facile de parler à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Exactement. Et puis, alors, pour remettre les choses dans leur contexte, il y a des espaces de revendication qui existent déjà. Cet espace-là, effectivement, comme vous l'avez rappelé, et comme la démarche est structurée, ce sont aussi des espaces où on va parler du travail dans un cadre bien particulier, avec des règles de prise de parole, je suppose, de bienveillance, de non-jugement, etc., pour, encore une fois, évoquer le travail, comment on fait pour l'organiser de façon collective et que tout le monde puisse prendre la parole sur ces sujets-là. Alors, je me tends moi-même un peu la tâche, parce que j'allais vous demander, finalement, est-ce que c'est une démarche qui se veut une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail? Mais tout à fait, puisqu'on va donner la parole aux salariés pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs conditions de travail, et agir du coup sur le contenu de leur travail. C'est la qualité de vie au travail. Donc c'est l'amélioration par l'expression, par la prise de parole, et puis pour agir directement sur l'amélioration des conditions de travail. D'accord. Donc on est ravis parce qu'on est en semaine de qualité de vie au travail, donc on cherche à promouvoir, nous, la qualité de vie au travail à travers des exemples concrets que vous venez de nous expliquer. Une entreprise qui est en train de nous écouter, qui hésiterait encore, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle soit complètement convaincue de ce qui se passe? Est-ce que ça peut être des questions de finalement, ça ne prend pas trop de temps? Vous avez évoqué le fait que vous êtes en chômage partiel et donc le temps dédié à cette démarche est automatiquement limité. Est-ce que ça pourrait être des questions de temps? Est-ce que ça pourrait être des questions de bénéfices immédiats? Vous avez parlé de plan d'action qu'il faut mettre en place assez rapidement pour avoir les effets positifs. Est-ce que c'est le fait de communiquer sur des choses positives aussi, puisque je suppose que vous communiquez sur ce plan d'action? Une entreprise qui hésite, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce pour la convaincre? Que ce soit vous... De toute manière... c'est gagnant-gagnant. C'est vrai que c'est un investissement en temps. On peut avoir le frein de se dire qu'on n'est pas capable de mener ça, ou de ne pas avoir la connaissance que ça existe. Donc, de continuer sur des systèmes de management et de direction d'entreprise, je ne dirais pas archaïques, mais sur lesquels on a l'habitude de fonctionner, avec lesquels on a l'habitude de fonctionner. Mais là, finalement, on se retrouve avec une ambiance de travail apaisée. Des salariés. Malgré les difficultés. Avec les difficultés. Voir, déjà. On est encore à l'étape, là, on va commencer la formation des managers. Oui, donc on est vraiment au tout début de notre dispositif. On a permis aux managers déjà d'exprimer leurs difficultés. Et dans attente. Voilà, on les a entendus, ils ont demandé à ce qu'on fasse une réunion avant de lancer les ateliers participatifs.
on leur donne des outils pour pouvoir répondre aux salariés. Et donc, on a prévu de réunir chaque directeur général avec son encadrement pour qu'il y ait les mêmes éléments de langage à faire passer du coup aux équipes. Oui. En fait, c'est une écoute qui est bien prise, qui est bien acceptée. Donc, le fait de permettre aux salariés d'avoir plus de la mainmise sur le contenu de son travail, le sens du travail, ça permet aussi plus de motivation. On va avoir une baisse de l'absentéisme, on l'espère, du fait d'être content de pouvoir avoir un impact sur son travail, pouvoir participer à l'organisation du travail. Et donc, au final, on arrive aussi sur plus de qualité ou moins de non-qualité. Donc, en bout de chaîne, on a le client et les fournisseurs qui sont plus satisfaits. Donc, c'est du gagnant-gagnant sur toute la ligne. Mais cette démarche, il faut arriver au bout. Si on n'aboutit pas, on risque de créer plus de démotivation et de frustration que ce que l'on voulait au début. En tout cas, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cette démarche qui a été initiée par un contexte particulièrement difficile, elle a un effet positif à la fois sur la santé, enfin on l'espère, en tout cas c'est vos objectifs, des objectifs sur la santé en prévention des RPS et d'amélioration des conditions de travail, mais vous venez bien de faire la chaîne là, de nous dire des questions peut-être de performance, parce qu'au bout, le client est content, parce que le travail sera peut-être plus de qualité. Et donc là, c'est vraiment la double visée. Ça, c'est les objectifs que vous avez connus. Bien sûr. C'est l'objectif recherché par cette démarche. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Moi, je n'ai pas plus de questions, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Peut-être que chacun veut reprendre la parole pour dire quelque chose autour de cette démarche. Qu'est-ce qu'il en attend ? Soit peut-être le fait d'être autonome dans cette démarche, c'est-à-dire que là, vous l'avez très bien expliqué, nos managers, par rebond, vont animer ces espaces de discussion sur le travail. Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous importeraient, comme il y a eu le télétravail? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient vous intéresser? Peut-être dans l'immédiat, ça va déjà être la reprise d'activité. Voilà. Déjà penser à cette reprise progressive. Et puis, parce que c'est une crise qui dure depuis très longtemps maintenant. Oui. Plus d'un an, c'est long. Avec des salariés qui ont été, des collaborateurs qui ont été en retrait de l'entreprise. La semaine dernière, on était à 20-30% travaillés. Donc, un jour et demi par semaine, plus du télétravail là-dessus. Donc, loin de l'entreprise, loin des collègues, loin plus l'inquiétude de l'avenir, de l'incertitude. Et reprendre une activité à 100%, ça peut être compliqué. On a pris des habitudes de vie à côté, d'organisation des enfants, pour certains peut-être d'autres un deuxième métier. Donc, de remettre toutes ces personnes en même temps sur le lieu de travail et à repartir, on estimait que ce n'était pas possible. Donc, il faut crescendo. Voilà. D'accord. Autre chose, est-ce que vous souhaitez nous éclairer un peu plus? Je ne sais pas la technique, je pense. C'est vrai que la seule chose que moi je pourrais rajouter, c'est que, après, ça a été clairement dit, que les actions qui vont en découler sont attendues par les salariés. Après, à voir si on arrive justement à coordonner tout ça et que ce soit positif pour les salariés, que ça amène que de bonnes choses et de bonnes synergies. D'accord. Donc, il y a une attente qui est créée, donc il faut savoir y répondre, que ce soit de façon positive, je vous ai entendu et on peut le faire, c'est faisable, ou d'expliquer aussi peut-être que parfois c'est pas faisable tout de suite, ou pas de ce sens-là. Mais est-ce que vous, en tant que représentant du personnel, vous percevez le fait de retrouver ce sens du travail dans ces espaces de discussion? Vous n'avez pas encore vécu, mais que là, vous en êtes on sent quand même qu'il y a une attente des salariés sur certaines questions qui vont être posées. Et, malgré tout, on sait que le contexte est différent et que ce qu'on avait connu avant. Et il faudra essayer d'y répondre. Vous allez essayer d'y répondre par la cohésion de ces nouveaux collectifs. La motivation.
et la motivation, et encore une fois, de pouvoir se dire qu'est-ce que c'est mon travail, comment je peux le faire au mieux avec mes collègues. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est nous. Dans les locaux, effectivement, nous avons reçu dans les locaux de la RAC. Merci de nous avoir éclairé sur le but de ces démarches de qualité de vie au travail, et là, plus particulièrement sur les collectifs qui, encore une fois, ont été mis à mal, et on voit bien les leviers dont on peut se saisir pour faire avancer la chose, que ce soit encore une fois pour la pérennité d'une entreprise et de son activité, ou pour une reprise d'activité à venir qu'on espère très proche. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et puis je remercie particulièrement Juliette Brice pour son accompagnement et pour la mise en relation qu'elle a pu faire autour de ce témoignage. Merci, à bientôt. Et pour les questions, c'est tout de suite derrière. Hop, je pense avoir retrouvé le son de mon micro. Oui, ça doit être bon. Alors, je vais peut-être prendre des questions. Alors, je vais prendre des questions si vous en avez. J'ai vu qu'il y avait Vincent Leroux qui en avait une. Vincent, bonjour. Je la repose ou tu veux la poser en direct peut-être? Oui, bonjour. Oui, non, vous pouvez la poser. Je pense la formulation est à peu près celle que je voulais faire. Donc la question, c'était: la direction s'est-elle engagée à mettre en œuvre les solutions proposées? Si oui, avec quelles éventuelles limites et selon quel formalisme? Donc effectivement, ça a été dit là sur la fin, le fait d'ouvrir des espaces de discussion et de mettre en place ce type de démarche crée des attentes. Encore une fois, l'intérêt de structurer la démarche telle qu'elle a été posée, explicitée ici, le COPIL se saisit des propositions qui peuvent être faites en groupe de travail et réfléchit à la faisabilité. Alors je pense en priorité la faisabilité financière, mais aussi la faisabilité dans le temps. C'est-à-dire que toute proposition va être débattue en COPIL et tranchée, sachant que le COPIL est à la fois composé, on l'a vu, de la direction, mais aussi de représentants du personnel, d'encadrement de proximité, donc un comité de pilotage qui est représentatif de l'entreprise et qui doit arriver à un consensus. Donc, dans la réalité, il n'y a aucune limite dans les solutions qui peuvent être apportées lors des espaces de discussion. Ensuite, ça appartient encore une fois à l'entreprise de se saisir de ces propositions et de tenter de les mettre en œuvre. Sachant encore une fois que les personnes qui animent ces groupes de travail sont des managers, sont des encadrants de proximité qui ont déjà des pistes sur ce qui est faisable ou pas faisable. Donc c'est vraiment ça, hein, l'idée de ces espaces de discussion, c'est de proposer des choses qui sont réalisables. Et encore une fois, les personnes qui participent à ces groupes de travail, qui vont être amenées à faire des propositions d'amélioration des conditions de travail, sont conscientes de ce qui est faisable ou moins faisable. Il y a une autre question. Je ne sais pas si tu avais fini, Elvire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question ou à peu près, mais encore une fois, la structuration permet de, les groupes de travail émettent des propositions, le comité de pilotage, de par sa représentation, permet de ne pas brider les propositions qui sont faites, hein, encore une fois. Donc, normalement, on peut arriver à des solutions quasi sans limite, quoi. Alors effectivement, la deuxième question, si un représentant de l'entreprise est là, peut-on avoir un exemple de changement concret apporté issu des travaux? Alors, je ne sais pas, parce qu'on avait le souci, je vérifie, mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de l'entreprise, non. Un représentant de l'entreprise. Alors, peut-on avoir un exemple de changement concret apporté à l'issue des travaux? Alors, comme on l'a vu, en fait, c'est une démarche qui a été initiée il y a très peu de temps. Et en fait, pour tout vous dire, cette semaine, on n'a pas pu les avoir cette semaine, parce que cette semaine, ils sont en phase de
formation des encadrants et des managers de proximité, des managers et des encadrants de proximité. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas eu cette semaine et qu'on a enregistré. Donc, en fait, ils en sont au tout début de la démarche. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement concret. Le seul changement concret, et ça, c'est du off parce que ce n'est pas dans la captation, ça a été après au fur et à mesure des échanges, c'est la seule chose concrète, enfin, le seul changement concret, c'est quand même d'avoir posé des mots MOTS sur les mots qu'ils ont pu vivre et d'avoir initié une démarche. Et ça, que ce soit les représentants du personnel, les managers qui se sont trouvés en forte difficulté, c'est déjà un pas sur on s'ouvre des pistes de solutions. Il y a déjà une amélioration parce qu'en fait, le dialogue, il est réinstallé. Un dialogue qui a été un peu mis à mal. Quand on dit que les collectifs sont mis à mal, c'est souvent aussi le dialogue entre collaborateurs et puis le dialogue social qui a été aussi un peu perturbé. Donc ça, c'est du concret, le fait de déjà proposer à chacun de pouvoir participer à une démarche, c'est finalement ce qu'il y a eu de plus concret à l'heure actuelle. Et puis, je vous dis, dans ces jours-ci, là, il y a les managers qui vont être formés pour derrière être autonomes sur l'animation des groupes de travail. Donc, vous l'avez entendu, hein, sur celui qui concerne là tout de suite comment on fait pour une reprise d'activité, etc. Mais aussi par la suite hein, sur des problématiques qui sont liées à un service, qui sont liées de façon plus large à peut-être plusieurs services. Mais voilà, se saisir, ils ont en fait un outil à disposition pour pouvoir être un peu dans la réaction d'une exposition à des problématiques. J'ai répondu à votre question, Gilbert Laporte? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur la démarche, hein, sur... Alors, on a parlé, j'ai insisté un petit peu sur des consultants. Hein. Là, on a vu que c'est une démarche qui a été accompagnée. Je ressouligne l'intérêt d'avoir un accompagnement extérieur. Là, ça a été très bien dit. C'est aussi de pouvoir parfois poser des choses qui, si elles sont proposées par l'entreprise, sont peut-être moins facilement acceptées. Et puis, en tout cas, d'avoir aussi un regard expert. Alors, le regard expert, c'est d'abord parce qu'on sait manier tous ces outils-là, mais c'est aussi parce qu'on a une expérience, on a déjà mis en place ailleurs, donc on a aussi un retour de l'expérience. C'est ça le vrai intérêt d'un accompagnement par un expert. Hein. C'est quand vous êtes en interne, vous êtes auto-centré, et puis souvent, vous n'avez pas mis en place 36 fois des projets. Il faut bien se dire, des intervenants sur ces sujets-là l'ont déjà mis en place ailleurs. Et ça, c'est un vrai plus. Comment les rencontres sont planifiées 2 heures par semaine, la limite en termes de temps? Alors, je suppose que vous parlez des groupes de travail. Evelyne? Oui, les groupes de travail. Alors là, encore une fois, c'est en phase de lancement. L'intérêt des groupes de travail, là, ça va être d'avoir pas mal de pistes de solutions pour réattaquer. Hein. Là, l'objectif, c'est de la reprise d'activité qui va normalement arriver, qui arrive là. Donc, 2 heures de temps. Sachant qu'après, c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus ponctuelles, encore une fois, selon les problématiques rencontrées. On l'a vu, ça peut être des événements extérieurs, mais ça peut être aussi des événements en interne, ça peut être des sujets qui peuvent être liés à la concurrence, par exemple, à de la réglementation. Voilà, ça peut être lié à quelque chose qui s'est passé en interne, un événement, un aléa. Je pense malheureusement à un accident, par exemple, un accident du travail. C'est des choses voilà, qui peuvent être remises sur la table. Donc en réalité, c'est des groupes qui vont être convoqués au moment où il y aura besoin. Alors après, sur la durée du groupe, sur la durée vraiment de l'exercice, il faut faire des plages suffisamment longues pour que d'abord tout le monde puisse s'exprimer, et puis que ce ne soit pas qu'un inventaire à l'après-vert, qu'on puisse aussi dire bah, il y a ces problématiques-là, mais la proposition la solution que je propose, on la met presque déjà en test, on la met en débat avec mes collègues, avec mon manager, et puis on voit si elle est réalisable ou réaliste ou pas. Donc des plages horaires ouais, qui doivent être quand même relativement conséquentes, pas des après-midi entiers, mais sur des temps, 2 heures, c'est un minimum. Ouais. Encore une fois, selon le type de ce qui va être évoqué. Mais... Oui, après, il faut rester assez souple hein,
sur les temps de rencontre. Il faut vraiment que ce soit adapté à la fois au rythme de l'entreprise et à ce qu'elle peut définir comme temps. L'idéal étant que tout le monde soit d'accord sur ces temps collectifs et ensuite, surtout, ne pas arrêter la démarche, quoi. Une fois que c'est commencé, ne pas laisser retomber le souffle. Ne pas laisser retomber le soufflet. Et puis encore une fois, là, ce qui est un peu en filigrane derrière tout ça, quand on dit rendre autonome une entreprise, donner des outils, c'est aussi modifier la façon la façon de faire et la façon d'être. C'est-à-dire que là, on parle de groupe, c'est des choses très formalisées, mais à terme, on imagine que dans 1 ou 2 ans, le dialogue il sera beaucoup plus ouvert et qu'il y a des choses qui vont être faites comme ça, sans formalisme. C'est vraiment ça, hein, c'est modifier un peu plus profondément le type de management. On parle de démarche participative, là c'est pour traiter aussi de la question du management participatif. Et puis il y a une question à nouveau de Gilbert Laporte. Est-ce que les compétences du consultant ont été sollicitées par le COPIN pour apporter une expertise complémentaire en réalisant un diagnostic ou une étude sur un sujet évoqué en groupe de travail? Si oui, sur quoi? Donc, alors je ne sais pas si ça va être ça la réponse. Ça a été dit en début de témoignage. Juliette Brice, en fait, les avait accompagnés sur la mise en place du télétravail. Il y a déjà quelques mois, voire presque déjà un peu plus d'1 année, sur la mise en place du télétravail. Donc effectivement, avec d'abord une phase de diagnostic qui s'est fait en plusieurs volets. Il y a eu un questionnaire, il y a eu des groupes d'échange sur des retours d'expérience sur ce télétravail pour ensuite savoir par où il partait, ce qu'on pouvait retenir, ce qui avait été plutôt négatif, hein, il y en a eu forcément, et puis ce qui était positif, ce sur quoi, alors de par le négatif, savoir ce qu'on éliminait, mais en même temps, là où on pouvait vraiment apporter quelque chose de fort, et puis sur le positif, c'est comment le déployer et le valoriser pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, si c'est ça les compétences, je pense que ça doit être ça. J'espère avoir répondu à la question. Donc oui, c'est une consultante avec qui ils avaient déjà travaillé sur le télétravail en début de crise sanitaire. C'est bon, c'était une bonne réponse. Et puis, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Oui. Donc alors, c'est Mathias Berti. Hein. Donc je suis moi-même intervenant extérieur. Et Oui. c'était plutôt, on va dire, un avis, une question que j'ai. Donc j'ai instauré là actuellement, enfin je travaille avec une entreprise donc justement sur la qualité de vie au travail. Enfin, c'est parti du document unique, de tout ce qui est risques psychosociaux et au final on s'est rendu compte qu'il était bien d'instaurer cette démarche-là au sein de son entreprise. Et moi j'aurais aimé avoir juste un peu l'avis sur le rôle de la direction dans les rencontres, dans les équipes de travail, les équipes de discussion. Parce que moi, en fait, j'ai eu le cas où les deux premiers ateliers se sont faits donc sans la présence de la direction, parce qu'en fait, il voulait que son personnel reste, on va dire, libre de parole, qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer, et ainsi de suite, parce qu'il y avait la direction qui n'était pas là. Et au final, on s'est rendu compte que les actions ont été prises en compte, les solutions, la direction a pris en compte tout ça, parce qu'aussi la démarche vient de lui. Et du coup, j'étais un peu sceptique, moi, au début, là-dessus, parce que la démarche vient quand même du patron. Donc, moi, je trouvais plutôt bien qu'il soit présent dès la première réunion. Mais je ne sais pas habituellement comment ça se fait. Il y a la direction qui est présente, oui, non. Ou, vous, selon votre recul, hein, comment ça se fait, la direction, elle est présente, oui, non, ou elle prend les informations, on va dire, à l'issue de ces différentes réunions pour après les appliquer, ou non. Et par contre, nous, ce qui a été fait, c'est qu'au bout de la 3e, la 4e réunion, donc là, la direction a commencé à entrer dans la démarche. Enfin, elle était déjà dans la démarche, mais à entrer dans l'équipe de travail, dans le copil. Et au final, on se rend compte que les tensions, que la communication se fait plus facilement, et ainsi de suite, quoi. Je vois la question. Encore une fois, tout dépend de ce qui a été posé au début.
On l'a évoqué rapidement, on a parlé des différentes phases de la démarche, sachant qu'il y a une phase précieuse qui est celle du cadrage de cette démarche et comment on fait, comment on la met en place, comment on la structure. Encore une fois, l'intérêt de poser les choses, de savoir qui fait quoi, quel est le rôle des uns des autres, permet d'être au clair pour les uns et pour les autres. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y avait la phase de formation. La phase de formation, quand on dit formation, c'est justement pour ça, c'est-à-dire être capable de stimuler l'expression des uns des autres, mais de pouvoir la recueillir aussi. Parce que des fois, on entend des choses, évidemment, qui sont pas toujours... Enfin, d'abord, on s'y attend pas, parce que si on parle réellement de ce que c'est qu'un espace de discussion, c'est parler du travail réel. La plupart du temps, le travail réel, hormis celui qui le fait, celui qui va l'entendre ne sait pas ce qui se joue. Il connaît le prescrit, mais il ne connaît pas le réel. Donc, des fois, il y a un peu un décalage. Et encore une fois, donc, la formation sert à ça, sert à comment on stimule pour avoir de la matière, de la donnée, et comment on va la recevoir. Donc après, c'est encore une fois un choix personnel. Là, de ce que vous me dites, j'ai l'impression que la direction, elle est très présente, très... Bon, en même temps, elle a fait un petit pas de côté puisqu'elle ne veut pas être en groupe de travail, mais j'ai envie de dire, tout dépend de comment ça a été fixé dès le début. Si vous partez de là, les managers sont des représentants de la direction. Donc, en fait, vous avez toujours de la direction dans les groupes de travail. Encore une fois, et c'est ça qui est important, c'est ce groupe de travail, d'où la phase, encore une fois, précieuse de comment on se met en marche. Les espaces de discussion, c'est un espace où il n'y a plus de fonction. Il y a la fonction parce qu'on va parler du travail. Donc, si je dis, moi, je fais la phase A de ce process et toi, tu fais la phase B, il y a forcément une fonction qui va revenir. Mais dans les espaces de discussion, on ne recherche pas la confrontation de fonctions. J'ai raison parce que je suis chef ou... Voilà. Donc, normalement, on pourrait convier la direction, encore une fois, si elle est à même d'apporter un éclairage sur le sujet qui est traité en groupe de travail, il n'y a pas d'objection. Là, ce qui est bénéfique, enfin, ce que je comprends, c'est que la direction a été complètement transparente. Elle a informé qu'elle ne souhaitait pas participer au départ pour laisser les personnes justement s'exprimer et commencer à s'habituer à libérer la parole. Donc la communication est très très importante et si ça a été communiqué comme ça, c'est plutôt un signe positif qu'envoie la direction. Donc voilà, il n'y a pas de règle absolue du moment que la construction se fait avec une brique après l'autre. Certaines entreprises commencent différemment, l'objectif étant d'atteindre un plan, de mettre en place des actions qui conviennent à tous et qui permettent de faire avancer les choses. Vous pouvez n'avoir aucune personne de la direction dans un groupe de travail et pour autant qu'il ne fonctionne pas parce que vous avez l'impression qu'il y a une taupe, je ne sais pas comment on appelle ça, une taupe, l'œil de Moscou. Et vous avez le même effet. Donc, encore une fois, c'est structurer, se dire comment on marche, comment on va fonctionner, être transparent sur ce qui va être fait. C'est ce que j'ai aussi l'habitude de dire, sur le copil, on peut refuser des solutions, enfin des propositions qui sont faites, sans forcément expliquer pourquoi, mais on peut le faire. Voilà, la règle du jeu, elle est simple dès le début. J'évoque des choses, je connais mon travail, moi j'ai peut-être des idées, donc voilà, je les expose. Derrière, elles sont récupérées, pas récupérées, tout dépend de ce qui est faisable ou pas faisable. Donc, la même chose pour la direction, elle est présente, elle n'est pas présente. Et encore une fois, ça dépend des sujets. Je pense qu'il y a des fois où ça peut être intéressant qu'elle soit là, et des fois, il n'y a pas de plus-value à ce qu'elle soit là. Donc, tout dépend comment c'est structuré au début. Ouais. Et des règles qui sont fixées aussi au début. Après, ce qui se passe selon les entreprises, parce que parfois, j'interviens dans des entreprises, c'est assez tendu quand même. Et il faut quand même, au début, c'est d'impliquer les gens dans cette démarche. Et c'est là où c'est un peu plus, on va dire, délicat, c'est de leur faire comprendre que si on dit les choses aujourd'hui, c'est pas pour blâmer ou c'est pas pour tacler, c'est vraiment pour trouver des solutions derrière et lancer quelque chose de nouveau dans l'entreprise, un second souffle, un nouveau souffle, on va dire.
Voilà. Alors, faut bien se dire aussi que ce type de démarche, elle n'a pas que vocation à dégonfler des tensions, hein. S'il y a déjà des fortes tensions dans une entreprise, des fois, il va falloir les avoir un peu dégonflées pour pouvoir poser les choses. Si vous avez des corps tranchés, vous n'allez pas pouvoir structurer, ou alors ça sera une structuration qui est bancale. Vous pouvez même aller jusqu'au boycott de participation. Je dis que j'y vais, mais j'y vais pas. Donc voilà. Donc le but de ces démarches-là, c'est pas toujours de dégonfler des tensions. Et s'il y en a trop, effectivement, d'abord les faire disparaître. Les faire disparaître pour encore une fois avoir une démarche qui va être efficace dans le résultat de ce qui est attendu, dans les objectifs qui sont fixés. Et puis après, pour l'intégration des uns des autres, enfin pour en tout cas l'implication et motiver l'implication, c'est la transparence et la communication, hein, et un engagement de la direction sur les objectifs attendus de la démarche, sur le pourquoi, etc. Comme le signale Gilbert Laporte, effectivement, la direction n'a pas à savoir qui a proposé quoi, mais au contraire, faire en sorte que les choses avancent. La fréquence du COPIL, je ne sais pas s'ils ont acté déjà des fréquences bien définies au niveau d'Aerostral. Alors, les réunions des COPIL, alors je pense qu'ils doivent être... Encore une fois, tout dépend où on en est de la démarche. Quand on est en phase de préparation, je vous parlais du cadrage, du lancement. Là, le COPIL peut être amené à se réunir quelques fois sur... c'est tout bête, hein, mais il y a des questions logistiques. Quelle salle, comment si vous êtes sur plusieurs sites, dans quel site, si vous avez plusieurs établissements entre le nord, le sud, enfin voilà. Donc, parfois, en phase de lancement cadrage, vous allez être amené à vous réunir un peu plus régulièrement. Et ensuite, normalement, le COPIL se réunit suite au groupe de travail, puisque l'idée, c'est de savoir ce qui s'est dit et de savoir comment on peut agir. On me donne de la matière, qu'est-ce que j'en fais? Donc, ils viennent régulièrement, enfin, normalement, ils viennent après les groupes de travail. Et après, là, pour le coup, le COPIL, je pense qu'ils se sont réunis quelques fois quand même, hein. Là, en visio, par le fait, parce que c'était compliqué. Mais, donc, effectivement, je vois, hein, la direction n'a pas besoin forcément de savoir quelle place les propositions, d'où ça vient. Ouais, faut bien se dire, mais ça, c'est pareil, c'est réglé au début, quand on structure, quand on monte tout ça. Le groupe de travail est un seul. C'est pas un tel d'un tel ou un tel ou un tel ou un tel de la fonction, un tel qui est représentant ou je sais pas quoi. Non, c'est le groupe de travail propose. D'ailleurs, à l'issue, normalement, du groupe de travail, on redit ce qu'on s'est dit et on valide le fait qu'on le fait remonter. Donc, il y a un consensus aussi là-dessus, hein. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait abouties, qui vont être rediscutées plus tard dans un autre groupe quelques semaines après. Donc, on n'est pas sûr de ça, on le garde, on se le note, et puis on en reparle, on revoit le truc, et puis voilà. Donc, mais c'est le groupe de travail qui fait remonter, c'est pas une fonction, c'est pas une personne, c'est pas... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ce soit sur l'accompagnement du collectif, sur ce genre de démarche... hein. Là, on le voit bien, l'accompagnement du collectif, c'est aussi, Madame Mingard l'a vaguement dit, hein, c'est aussi, alors, elle a parlé d'archaïsme, alors c'est pour ça que je me permets de moderniser, c'est un peu une façon aussi de moderniser des systèmes de management, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, merci vraiment à tous, tous les présents d'avoir participé à ce témoignage. Donc, il y aura de toute façon un replay, mais c'était important pour nous de donner à voir ce que pouvait, les résultats, en tout cas les premiers résultats d'une démarche en temps de crise, surtout avec Aerostral qui a connu pas mal qui fait partie des secteurs en difficulté. Donc, on est vraiment très content qu'il y ait eu autant de participants. Et puis, je félicite aussi Elvire parce que l'exercice n'était pas évident d'enregistrer, de se projeter, de rediffuser. Donc, voilà, c'est nouveau pour nous aussi ces systèmes de visioconférence puisque d'habitude, c'est en présentiel.
On espère pouvoir vous proposer une semaine en présentiel fin septembre, début octobre, dans le cadre de la semaine du réseau. Et en attendant, il y a encore des webinaires cet après-midi et demain. Exactement. Moi, je remercie une nouvelle fois tous les participants et puis en particulier les personnes qui ont pu témoigner. Et puis effectivement, d'autres rendez-vous. Cet après-midi, comment éviter l'isolement au travail? Donc tout ça, vous le retrouverez sur le site. Gilbert, la visio m'a arrangé aussi en raison de l'éloignement. Oui, il ne faut pas qu'on s'éloigne de trop, on va quand même se retrouver en physique bientôt, on l'espère. Donc cet après-midi, justement, la question comment éviter l'isolement au travail, parce que ça c'est une vraie question en temps de chacun chez soi et que des fois les visios ça arrange, mais pas forcément pour des bonnes raisons pour certains. Donc voilà, un webinaire qui est proposé par l'ANACT, donc l'inscription se fait directement sur semaine QVT auprès de l'ANACT. Et puis demain, la grande journée avec nos partenaires sur le travailler ensemble à la prévention, à la réunion avec les différents partenaires sans qui la semaine de la qualité de vie au travail ne serait pas possible, puisqu'ils sont aussi avec nous, que ce soit la DETS, la CGSS en particulier, et puis tous les autres. Services de santé au travail, chambres consulaires, bien sûr, université, on ne les oublie pas. Donc le matin, un focus sur le réseau IPRP-RP et les IPRP-RPS. Et puis l'après-midi sur un retour des travaux menés ensemble, en particulier sur le plan régional de santé au travail 3 qui vient de se terminer. Voilà. Alors, les inscriptions sont sur notre site internet à Acte Réunion. Il y a le programme de la SQBT. Exactement, il y a le programme. Et puis sinon, il y a un lien Eventbrite et donc vous vous inscrivez grâce au lien. Comme aujourd'hui. Donc voilà, donc si c'est bon pour vous, moi je vous souhaite une belle journée, un beau jeudi. Au plaisir de se retrouver demain. Je sais qu'il y en a qu'on va retrouver demain, donc à demain pour les autres. Et puis, bonne semaine de qualité du travail. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais terminer l'enregistrement.